Mon mari a emmené sa maîtresse à un dîner secret. J'ai donc amené sa famille et la vérité. Je m'appelle Aurora. J'ai 34 ans, directrice du développement de produits dans une entreprise pharmaceutique à San Diego. Chaque jour passé au rythme implacable du travail, et je croyais avoir derrière moi un foyer stable avec le mari que j'aimais depuis près d'une décennie. Ethan, de 3 ans mon aîné, ingénieur civil, prétendait toujours ne pas être très bavard. Autrefois, je trouvais cela une sorte de calme charmant, mais ce silence est devenu un mur, et je n'ai pas su dire quand j'avais été exclu de son monde. Dîner avec l'équipe d'ingénierie ce soir. Un nouveau recruté vient d'arriver de Dallas. Il faut lui souhaiter la bienvenue. Je rentrerai tard. Ce message est arrivé à 18h13 un mardi. Je l'ai lu alors que j'étais encore au bureau, à mi-chemin d'un rapport interne. Je ne l'ai pas remis en question. Ethan avait toujours une raison, toujours opportune, toujours convenable, toujours dans le rôle du mari parfait. Jusqu'à ce que la vérité éclate à partir du plus infime détail, un courriel mal adressé, une ligne CC négligente. 19h42 un jeudi, alors que je vérifiais mes courriels professionnels sur mon téléphone en faisant la queue pour un café, j'ai remarqué mon nom en copie d'un fil de discussion étrange. Objet, déjeuner de vendredi à Verona, confirmé pour 12h30. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'expéditeur, Amanda des RH de l'entreprise d'Ethan. Elle le remerciait d'avoir organisé le petit déjeuner d'équipe à Verona, un restaurant italien cher du centre-ville qu'Ethan avait un jour qualifié de « lieu pour les gens qui aiment se montrer ». Le problème, c'est que vendredi dernier, Ethan m'avait dit qu'il s'envolait pour Phoenix pour une réunion de projet, et clairement, cette petite équipe de déjeuner ne m'incluait pas. Je suis resté figé dans ma voiture pendant plusieurs minutes encore, le téléphone brillant toujours dans ma main comme une preuve indéniable. Une brise s'est glissée par la fenêtre entr'ouverte et m'a fait frissonner, non pas de froid, mais parce que quelque chose au plus profond de moi venait de s'effondrer. Je me demandais autrefois ce que l'on ressentait avec un cœur véritablement brisé. Maintenant, je sais. Ce n'est pas une douleur aiguë et aveuglante, c'est un bourdonnement creux et sans fin, comme si chaque respiration que vous preniez vous avait été volée tandis que le reste du monde continue de bouger, indifférent et bruyant. Je lui avais fait confiance aveuglément, au point d'en être embarrassé. Maintenant, en me souvenant de chaque fois qu'Ethan disait « je t'aime ». C'est juste le travail qui a été écrasant ces derniers temps. Je me souviens de mon anniversaire l'année dernière. Il a appelé vers 20h, a dit que l'entrepreneur avait des problèmes, et qu'il ne pouvait pas quitter le chantier. J'ai mangé du gâteau seul, lui ai envoyé un selfie avec un sourire forcé. Il a répondu « tu es magnifique. On remet ça à demain ». Je pensais comprendre le sacrifice, que c'était ce qui maintenait un mariage uni, mais maintenant je me sentais plus comme la gardienne solitaire d'une forteresse où plus personne ne vivait. Je n'ai pas appelé Ethan, ne l'ai pas confronté, n'ai pas crié. Au lieu de cela, je suis resté assise en silence dans ma voiture, fixant ce court courriel comme un fragment remontant du fond de l'océan. Je savais que ce n'était que la surface, et que je devais regarder plus profondément. Ce soir-là, je suis rentré plus tard que d'habitude. Ethan dormait déjà. La lumière de la salle de bain jetait une lueur douce sur son visage, paisible, innocent, ou du moins faisant semblant de l'être. Je suis resté là longtemps, ne l'ai pas réveillé, n'ai pas dit un mot. Je ne croyais plus connaître l'homme allongé dans le lit que nous appelions autrefois notre foyer. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai conduit jusqu'au bureau de l'enquêteur. Je me souviens juste de ce lundi après-midi, la pluie était froide, et le pare-brise était brouillé par de grosses gouttes. J'étais assise en face d'une femme d'une cinquantaine d'années, les yeux perçants comme de l'acier chirurgical, une fine tablette noire posée sur la table. Je m'appelle Carla Monroe. Je ne vous promets pas ce que vous voulez entendre, mais je trouverai la vérité, dit-elle simplement. Je ne suis pas ici pour être réconfortée. J'ai besoin de preuves, ai-je répondu, ferme. Carla a mis exactement 4 jours. Le vendredi matin, elle m'a envoyé un fichier intitulé « Rapport 6,724A, Ethan Black ». Je l'ai ouvert dans mon bureau, verrouillé la porte, baissé les stores, et agrippé la souris avec des doigts tremblants. Chaque photo qui apparaissait entaillait plus profondément que n'importe quelle lame n'aurait pu le faire. Première photo, Ethan quittant le parking de son entreprise à 12h28 un vendredi, habillé plus élégamment que d'habitude. Deuxième, il s'est arrêté chez un fleuriste à Pacific Beach, un bouquet de tulipes blanches bercé comme l'objet le plus important de la journée. Troisième, une femme est sortie d'une BMW argentée. Elle a embrassé Ethan joue contre joue.
Ce sourire, il n'était pas inconnu. Je l'avais déjà vu sur une photo de projet. C'était Lauren Bell, 32 ans, directrice marketing d'une entreprise partenaire avec laquelle Ethan avait travaillé l'année dernière. 4e, 2 entrant chez Biano. Je l'avais un jour suggéré pour notre 8e anniversaire. Ethan avait refusé, disant que c'était « tout dans l'apparence, rien dans le fond ». Ils étaient assis près l'un de l'autre. La main d'Ethan reposait sur le dossier de sa chaise. Leur verre à vin se touchait légèrement. Il avait l'air détendu, pas la moindre trace de culpabilité. Mais ce qui m'a brisé, ce ne sont pas les photos, c'est la note finale de Carla, objet récupéré jeudi, 15h47. Sujet, Lauren Bell a reçu un coffret cadeau d'Ethan Black dans le hall de l'entreprise. Les images de sécurité montrent un logo Tiffany clairement visible sur l'emballage. Elle a mis le bracelet immédiatement. Je me suis figé parce qu'une semaine plus tôt, j'avais surpris Ethan en train de chercher ce bracelet sur son ordinateur portable. Quand je suis entré dans la pièce, il a rapidement fermé le navigateur. « Qu'est-ce que tu regardais ?» ai-je demandé. Il a souri. « Secret. Tu verras bientôt. » Je pensais que c'était pour notre célébration de réengagement, quelque chose dont nous avions parlé après une période difficile. J'avais même prévu un dîner surprise au restaurant que nous aimions à l'université. J'étais aussi stupide que ça. C'était un bracelet en argent avec une pierre aiguemarine, simple, classique, cher mais discret, exactement mon style. Et Ethan le savait. Il a utilisé ce que j'aimais pour impressionner quelqu'un d'autre. Ce n'était pas seulement une trahison physique, c'était une violation de tout ce qui était personnel entre nous. Ce soir-là, je me tenais devant le miroir de la salle de bain, tenant le tracker de fitness qu'Ethan m'avait offert à Noël dernier. « Pour que tu n'oublies pas tes objectifs de santé », avait-il dit. Je l'ai porté pendant 8 mois, pensant que c'était attentionné. Maintenant, je savais que c'était un cadeau bon marché et utilitaire pendant qu'il choisissait des cadeaux élégants et significatifs pour une autre femme. Je l'ai enlevé, l'ai posé sur le comptoir de la salle de bain, et me suis regardé dans le miroir. La femme qui me fixait avait des cernes sous les yeux, les lèvres sèches, et les joues creuses à cause des nuits blanches. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé, plus d'espoir, seulement une flamme silencieuse attendant sa chance de s'élever. J'ai imprimé le rapport entier, l'ai glissé dans un dossier noir, l'ai verrouillé dans le tiroir de mon bureau, et ai collé une note dessus, pour le dernier jour. Je n'ai pas appelé Ethan, ne l'ai pas confronté, parce que cette fois, je n'allais pas être l'épouse humiliée. J'allais être la femme qui planifiait son coup final avec précision. Et Lauren Bell, où elle n'avait aucune idée que son prochain anniversaire inclurait un invité surprise, pas moi, mais les gens qu'elle croyait être de son côté pour toujours. Je serais celle qui dirigerait toute la révélation avec le calme de quelqu'un qui avait trop enduré pour encore faiblir. J'ai ouvert le courriel de Carla un mardi matin ensoleillé mais glacial. Une seule ligne est apparue à l'écran, 6 juin, ses coordonnées des archives du gymnase Equinox. Contact d'urgence de Lauren Bell, ses parents. Je ne savais pas pourquoi Carla pensait que ce détail importait, mais quand j'ai vu 2 numéros de téléphone et une adresse à Santa Barbara, quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas mon cœur, juste la partie de moi qui avait l'habitude de se préparer à la déception. Elle s'était complètement éteinte. Je suis resté assise dans mon bureau un long moment, sans toucher au café désormais froid. Puis j'ai décroché le téléphone. J'ai appelé le premier numéro. 4 sonneries. Une voix de femme a répondu, « Allô ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Bonjour, est-ce Madame Linda Bell ?»« Oui. »« Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Aurora Black. Je suis peut-être la dernière personne que vous souhaitez entendre en ce moment, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est à propos de votre fille, Lauren. » Il y eut un silence de quelques secondes. Puis sa voix baissa. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'elle va bien ? » Oui, elle va bien. Mais l'homme avec qui elle sort est mon mari, Ethan Black, et j'ai des preuves. L'air au bout du fil s'épaissit. Puis vint une inspiration brusque. Je suis désolé, qu'avez-vous dit ? Nous sommes toujours légalement mariés, vivant ensemble sur le papier et en pratique. Ethan et Lauren se voient depuis au moins 1 an. J'ai des photos, des vidéos, des relevés financiers au tout. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Elle nous a dit qu'Ethan était un cadre supérieur, divorcé, qu'il avait été trompé. Nous avions pitié de lui. J'ai serré le téléphone plus fort, me suis mordu la lèvre. Je ne blâme pas votre famille,
mais je pense que vous méritez de savoir. On entendit le bruit d'une chaise qui bougeait derrière elle, puis la voix d'un homme intervint. « Linda, qui est au téléphone ?» Elle répondit doucement, « Une femme. » Elle dit qu'Ethan est son mari. Un autre silence pesant. Puis la voix de l'homme, de nouveau calme et ferme, « Nous devons la rencontrer. Nous prenons l'avion pour San Diego cette semaine. » J'ai froncé les sourcils. Pour affaire? Non, pour l'anniversaire de Lorraine. Elle pense que nous ne pouvons pas venir, mais nous avons déjà réservé une table à Léar. Vous connaissez l'endroit? Oui, le restaurant français à Delmar. Il faut 3 mois pour avoir une réservation. Ethan l'a un jour qualifié de « trop tapa accent grave l'œil ». Je l'avais suggéré pour notre anniversaire l'année dernière. Linda intervint, la voix basse mais sèche, « Aurora, je ne sais même pas comment m'excuser. Je n'aurais jamais imaginé être entraîné dans quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais imaginé passer un appel comme celui-ci non plus, dis-je avec un rire sec et amer. Mais j'ai une proposition. Je n'avais aucune idée d'où j'avais trouvé le sang-froid pour ce que j'ai dit ensuite. Et si nous transformions ce dîner en une véritable surprise? Linda resta silencieuse, puis laissa échapper un petit rire pas joyeux, mais le genre de rire qu'une mère fait quand elle réalise que son enfant s'est embarqué dans quelque chose de profondément mauvais. Que voulez-vous? Rien. Je veux juste être là. Je veux voir le visage d'Ethan quand il me verra assise avec la famille de Lorraine, et je veux que Lorraine voie que l'homme en qui elle avait confiance n'a jamais été divorcé. Elle soupira mais ne dit pas non. Nous serons là à l'heure. La table est mise pour 8 personnes. Lorraine pense que c'est un petit dîner avec des collègues. Nous jouerons le jeu jusqu'à ce que vous ayez besoin que nous parlions. Merci de m'avoir écouté, de ne pas avoir détourné le regard. J'amènerai ses 2 frères. Il l'avait prévenue. Elle n'a pas écouté. Peut-être que maintenant elle le fera. J'ai terminé l'appel, le cœur battant dans ma poitrine, non pas parce que je prenais ma revanche, mais parce que je n'étais plus seul dans la vérité. Ce soir-là, Ethan est rentré tard, comme toujours. Je lisais dans le fauteuil. Il s'est penché, m'a embrassé sur la joue, et a demandé doucement, « Tu as des projets ce vendredi soir ?» J'ai fermé mon livre et j'ai souri. Oui. Un dîner très spécial. 3 jours avant le dîner d'anniversaire de Lorraine Bell, j'ai commencé ma phase de préparation. Chaque détail, chaque étape, chaque couche de silence était planifiée comme si je me dirigeais vers une salle d'audience où j'étais à la fois le témoin, le procureur et celle qui rendrait le verdict. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la banque. J'avais un compte d'épargne séparé que ma mère m'avait un jour conseillé de garder dès le premier jour de mon mariage, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais, pour survivre si nécessaire, avait-elle dit. Pendant 10 ans, j'y ai déposé de l'argent et n'en ai jamais retiré une seule fois. J'ai transféré l'intégralité de mon salaire des 3 derniers mois sur ce compte. J'ai fermé l'application bancaire, ma main tremblant encore légèrement. À ce moment-là, j'en ai eu la certitude, émotionnellement, j'avais déjà quitté ce mariage. Le reste n'était que paperasse. Cet après-midi-là, j'ai appelé une avocate nommée Maureen Castillo, quelqu'un que Carla avait mentionné dans son rapport, une avocate spécialisée en divorce, très compétente, qui avait autrefois géré un important partage d'actifs entre un PDG d'une entreprise de logistique et sa femme depuis 11 ans, qui avait également été trahi. « Avez-vous déjà des documents ?» demanda Maureen après que je lui eus exposé les grandes lignes. « J'ai toutes les photos, vidéos, relevés financiers et même des enregistrements de nos caméras de sécurité à la maison. » Ethan a amené Lorraine dans notre chambre. Son ton baissa. Avec autant de preuves, je crois que je peux amener Ethan à accepter presque n'importe quelle condition. Voulez-vous que cela se fasse discrètement ou publiquement? J'ai marqué une pause de quelques secondes, puis j'ai répondu sans hésitation, publiquement. Mais pas par le biais des médias, par la présence, devant les personnes à qui il a menti. Elle eut un petit rire. Alors laissez-moi préparer les documents. Donnez-moi juste la date. Vendredi soir. Entendu. Je ferai déposer la requête vendredi matin, et les documents seront signifiés à Ethan lundi. J'ai raccroché le téléphone. Jeudi soir, je suis resté tard au bureau, passant personnellement au peigne fin chaque fichier que Carla avait envoyé. J'ai sauvegardé toutes les images et vidéos de mon téléphone et de mon ordinateur portable sur une clé USB, non pas pour les diffuser en ligne, mais pour avoir des munitions au cas où Ethan résisterait. Dans un dossier en nuage intitulé « Fichiers fiscaux 2020 », qu'Ethan supposait que je ne toucherais jamais,
j'ai trouvé près de 200 photos cachées de lui avec Lorraine, remontant à leur première rencontre. Une photo le montrait la tenant dans le fauteuil que j'avais acheté chez West Elm, une bougie brillant derrière eux, celle que j'avais commandée de Paris et dont Ethan s'était un jour plaint qu'elle sentait trop fort. J'ai tout téléchargé. Plus de main tremblante. Vendredi matin, j'ai appelé pour prendre ma journée. Je suis allé à mon salon habituel à la Jolla à 8 heures. Occasion spéciale, demanda la coiffeuse en me bouclant les cheveux. Oui, je veux ressembler à une femme qui vient de renaître, ai-je répondu. J'ai choisi un rouge à lèvres rouge grenade profond, des yeux charbonneux, et des ongles brun rouge mat. Mes cheveux étaient doucement bouclés et laissés lâches sur mes épaules, rien de trop voyant, juste assez pour que les gens regardent et ne détournent pas le regard. De retour à la maison, j'ai ouvert une boîte en velours violet rangée au fond de mon placard, un pendentif en saphir de ma grand-mère, monté sur or blanc. Je ne l'avais pas porté depuis ses funérailles, mais aujourd'hui, j'avais besoin de quelque chose pour me rappeler que je descendais de femmes qui ne pliaient jamais face à la trahison. Je portais une robe rouge moulante, légèrement décolletée dans le dos, avec une fente sur un côté, la même robe que j'avais prévu de porter pour notre 10e anniversaire jusqu'à ce qu'Ethan annule à la dernière minute, prétextant une urgence de chantier. À exactement 19 heures, j'ai reçu un message de Linda Bell, nous sommes arrivés au restaurant. Lorraine ne nous a pas vus. Mes fils, Matt et Dylan, sont en position. J'ai répondu, j'arriverai à 19h50, juste au moment où Lorraine s'installera. Merci pour tout. J'ai pris une profonde inspiration, attrapé mon sac à main, et suis sorti. Je suis arrivé à exactement 19h50, pile à l'heure. Léar brillait magnifiquement au bord de la mer à Delmar, la lumière dorée se reflétant à travers les hautes fenêtres en verre. L'odeur de la brise marine se mêlait aux herbes aromatiques alors que je sortais de la voiture. J'ai inspiré profondément, ajusté l'ourlet de ma robe rouge, et franchi les portes comme si je montais sur la scène principale de ma vie. Matt, le frère cadet de Lorraine, se tenait près de l'entrée et m'a reconnu instantanément. Il a légèrement hoché la tête, sa voix basse et assurée. Elle est assise au centre de la salle, à côté d'Ethan. Mes parents sont sur le point de sortir du salon d'attente. J'ai hoché la tête, et mes yeux ont croisé ceux de Sophia, ma collègue de confiance, qui était déjà assise au bar comme promis. Elle a levé son verre de vin et m'a fait un signe de tête discret, prête à lancer l'enregistrement si nécessaire. La voix du serveur était douce alors qu'il me conduisait à travers des rangées de tables brillant à la lueur des bougies. Et puis je les ai vus. Ethan arborait ce même sourire que j'avais autrefois cru m'être réservé. Il disait quelque chose qui faisait pencher la tête à Lorraine et la faisait glousser, sa main reposant légèrement sur son poignet. Ethan portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées, et la montre Seiko que je lui avais offerte pour notre anniversaire était clairement visible à son poignet. J'ai marché droit vers la table, sans hésitation. Joyeux anniversaire, Lorraine, ai-je dit, assez fort pour que toute la table se retourne. La tête d'Ethan s'est tournée brusquement vers moi. En cette fraction de seconde, toute expression a quitté son visage, ses yeux se sont agrandis, ses pupilles se sont contractées, et sa peau est devenue pâle. Aurora. Lorraine a froncé les sourcils, scrutant mon visage. Désolé, est-ce qu'on se connaît? Oh, Lorraine, je suis Aurora Black. J'ai souri, puis je me suis tourné vers Ethan. Et il est toujours mon mari sur le papier, selon la loi, et en réalité. La tension à table devint palpable. À ce moment-là, la famille de Lorraine est apparue derrière moi. Maman? Papa, halta Lorraine, le visage perdant toute couleur. Qu'est-ce que vous faites ici? Linda ne s'adressa pas tout de suite à sa fille. Au lieu de cela, elle regarda Ethan, puis moi. Merci d'avoir dit la vérité. Je pensais que nous étions venus ici pour célébrer l'anniversaire de notre fille, mais au lieu de cela, nous avons été témoins d'une tromperie. Douglas, le père de Lorraine, gronda, Ethan, tu nous as dit que tu étais divorcé, que ton ex-femme était instable, une infidèle. Tu t'es assis à notre table, tu as mangé notre nourriture, et tu t'es fait passer pour un homme décent. Je peux expliquer, balbutia Ethan, se levant brusquement de sa chaise. Aurora, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai levé une main. Plus de mensonges. J'ai des preuves de tout. J'ai ouvert mon sac à main, sorti la clé USB, et l'ai posée sur la table. Photos, vidéos, relevés financiers, et un bonus amusant, un reçu du Pacific Breeze Resort, payé avec ta carte d'entreprise, Ethan, du projet Bellwave, une carte que j'ai co-signée.
Lorraine secoua la tête, reculant. Non. Tu m'as dit que tu avais coupé tous les liens avec l'entreprise, que tes finances étaient séparées. Je l'ai regardé. Tu n'es pas une victime innocente, Lorraine. En avril dernier, tu as appelé ma ligne fixe. J'ai décroché. Tu as demandé, est-ce qu'Ethan est là, et tu as raccroché juste après. Tu savais qui j'étais, et tu as choisi de continuer la relation pendant 1 an. Lorraine ouvrit la bouche pour répondre, mais le regard dans les yeux de Linda la fit taire. Matt parla entre ses dents serrées, tu l'as amené à ta remise de diplôme, Lorraine. Tu as regardé toute la famille dans les yeux et tu as dit que c'était un homme bien. Ethan essaya de sauver la situation. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour vous deux. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Blesser? J'ai ri. Qu'est-ce que tu faisais quand tu as amené cette femme dans notre lit pendant que j'étais à la conférence à Denver? Qu'est-ce que tu faisais quand j'essayais encore de maintenir ce mariage à flot, et que tu utilisais l'argent de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel, des vols, même ce cadeau d'anniversaire Tiffany pour Lorraine? Les chuchotements avaient commencé à se répandre dans le restaurant. Un serveur recula discrètement, un plateau de vin toujours à la main. Que veux-tu? Ethan se tourna vers moi, le visage rouge de rage et d'humiliation. Je ne veux rien. J'ai demandé le divorce ce matin. Tu recevras les papiers lundi, et j'ai préparé toutes les preuves dont j'ai besoin pour les présenter au conseil d'administration si tu essaies de toucher à un seul bien à mon nom. Lorraine se tourna et s'éloigna de la table sans dire un mot. Linda se leva et suivit sa fille. Douglas, les yeux toujours fixés sur Ethan, dit simplement « Nous nous reverrons, mais pas à une table de dîner ». J'ai fait un léger signe de tête, regardant Ethan droit dans les yeux une dernière fois. J'espère que tu te souviendras de ce dîner plus que de tout autre anniversaire. Puis je me suis tourné et je suis parti. Les bougies d'anniversaire scintillaient encore au bout de la table, mais personne ne chantait, personne n'applaudissait. Seule la vérité demeurait, tranquillement éclairée par la lueur des bougies, irréfutable, inébranlable. Je suis sorti du restaurant, mes talons résonnant avec détermination contre le sol en marbre. Derrière moi, les murmures s'intensifièrent, suivis par des regards non pas à cause de mon apparence, mais parce que j'avais traversé la tempête et en étais sorti intact. Dehors, la brise océane balayait mes cheveux, mais je n'ai pas frissonné. Je n'avais aucune intention de laisser la vidéo se propager. Sophia ne l'avait enregistrée qu'au cas où Ethan essaierait de tout nier. Mais d'une manière ou d'une autre, peut-être d'un client voisin ou d'un serveur, un enregistrement distinct avait déjà été mis en ligne au moment où je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, une vidéo intitulée « Anniversaire explosif, l'épouse débarque, la maîtresse stupéfaite » avait déjà atteint plus de 60 000 vues sur un compte anonyme. Le week-end suivant, elle était devenue virale sur Reddit, TikTok, et plusieurs chaînes dénonçant les infidèles. Un commentaire populaire disait « Elle n'a pas eu besoin de faire une scène, elle s'est juste montrée, et la vérité a explosé d'elle-même. » Les gens ont commencé à appeler cela le « jugement de Delmar », une purge silencieuse, mais implacable. Je n'ai répondu à aucun journaliste, ni posté un seul statut sur ce qui s'était passé. J'ai simplement transmis le clip à l'avocate Maureen. 4 heures plus tard, Ethan a appelé. Je n'ai pas décroché. Lundi, il a officiellement reçu les papiers du divorce. Son avocat a répondu en moins de 48 heures avec un ton étonnamment coopératif. Peut-être qu'Ethan avait commencé à sentir le poids de ce nuage d'orage planant au-dessus de lui, surtout lorsque son entreprise, Black Engineering and Partners, a soudainement reçu une demande d'audit interne de la part de 3 investisseurs majeurs. Je n'étais pas derrière cela, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. 2 semaines après cette nuit à Léard, j'ai déménagé de la maison de Claremont. Je n'ai pas emporté grand-chose, juste quelques cartons de livres, quelques photos de famille, le collier de ma grand-mère, et la table basse en merisier que j'avais acheté avec ma première prime. J'ai loué un petit appartement près de Mission Bay, pas grand, mais lumineux, aéré, et calme. La fenêtre du salon donnait sur l'océan, où chaque matin je préparais du café et écoutais les vagues. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de Lorraine Bell. L'objet était simple, si vous me le permettez. Je l'ai lu 3 fois avant de répondre, l'invitant à nous rencontrer dans un petit café à Carlsbad où personne ne nous reconnaîtrait. Lorraine est arrivée avec 5 minutes de retard, pas de maquillage, pas de blazer à la mode, pas de collier Tiffany. Elle portait un pull beige ample, les cheveux en chignon décoiffés, les yeux plus fatigués que ce à quoi je m'attendais. Je savais, dit-elle dès qu'elle s'assit. Je savais qu'il avait une femme,
mais pas tout de suite. Je n'ai pas réagi, j'ai juste hoché la tête. Il m'a dit que tu étais déprimée, distante, que tu ne te souciais que du travail, qu'il avait essayé de sauver le mariage, mais que tu n'étais plus la femme dont il était tombé amoureux. Je suis restée silencieuse. Au début, je l'ai cru, murmura Lorraine. Puis j'ai commencé à remarquer des failles, mais chaque fois que je posais des questions, il avait une réponse. Parfois, il pleurait, et je pensais, si un homme pleure, il ne ment sûrement pas. J'ai souri amèrement. Je pensais ça aussi, avant. Elle hocha la tête. Quand ma famille s'est retournée contre moi, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle pas seulement par amour, mais par orgueil. Je ne voulais pas croire que je pouvais être trompé comme ça. Pendant un long moment, aucune de nous n'a dit un mot. Finalement, j'ai parlé. Je ne suis pas venu ici pour entendre des excuses. Je n'ai pas besoin que tu te blâmes. J'ai vécu dans l'illusion d'Ethan pendant près de 10 ans. Je sais exactement ce que ça fait. Lorraine leva les yeux. Merci de l'avoir dit à voix haute, de ne pas m'avoir laissé continuer à vivre dans cette illusion. Parfois, la vérité n'est pas destinée à détruire, elle est destinée à libérer. 1 an après cette nuit à Léard, j'ai célébré mon 35e anniversaire dans un endroit que personne n'aurait deviné, le jardin de mon nouvel appartement, à quelques pâtés de maisons de l'océan, sous de douces guirlandes lumineuses et le son lointain des vagues. Pas de scène, pas de gâteau à 3 étages, pas de champagne cher, juste les personnes qui m'avaient soutenu quand tout s'était effondré, Sophia, la petite équipe de mon ancienne entreprise qui m'avait protégé des rumeurs, le vieux monsieur Bernie d'en bas, le voisin qui m'avait appris à installer des placards de cuisine, et ma mère, qui venait discrètement à San Diego tous les mois pendant 6 mois juste pour s'asseoir à côté de moi en silence. Nous avons dîné dehors, bu du vin blanc bon marché, écouté une vieille playlist de l'université, et partagé des histoires qui n'avaient pas besoin de conclusion. Je portais une simple robe en soie vert olive, pas de bracelet à mon poignet, pas de collier autour de mon cou. Je n'avais pas besoin de symboles pour prouver que j'avais traversé cette épreuve. Vers 21h, alors que je riais aux éclats de l'histoire ridicule de Sophia sur un terrible rendez-vous avec un avocat passionné par les chats, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu, « Joyeux anniversaire ». Je sais que je ne mérite pas de dire cela, mais je suis en thérapie, et je suis vraiment désolé pour tout. Je n'attends pas de pardon, j'espère juste que tu sais que je vois enfin clair. Yann. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis je l'ai éteint. Je n'ai pas enregistré le numéro, je n'ai pas répondu. Le silence, pour moi maintenant, n'est pas de la répression, c'est un choix. Je n'ai pas besoin qu'Ethan souffre, regrette, ou change juste pour valider que j'avais raison. Je ne suis plus dans sa pièce de théâtre. J'ai quitté cette scène il y a longtemps et j'ai laissé le script derrière moi sans regarder en arrière. Mon anniversaire s'est terminé par une étreinte de ma mère. Elle m'a murmuré à l'oreille, « Tu ne sais même pas à quel point tu es forte. » J'ai souri et haussé les épaules. Je ne suis pas sûr que ce soit de la force, maman. Peut-être que je n'avais plus rien, alors je me suis relevé. Elle m'a serré plus fort. La semaine suivante, je me suis inscrite à un petit cours de conception paysagère, quelque chose dont j'avais rêvé à l'université mais que j'avais toujours reporté par souci de pragmatisme. Je voulais comprendre comment les gens arrangent les plantes, la lumière, l'eau, comment ils créent des espaces qui respirent à nouveau, même après avoir été piétinés. Au premier cours, lorsqu'on m'a demandé de décrire mon jardin idéal, j'ai écrit « un endroit qui n'est pas parfait, mais où tout existe pour une raison, et rien n'a besoin de s'excuser d'avoir survécu ». J'ai plié le papier et l'ai glissé dans ma poche. J'en ai fini de me rapetisser pour m'adapter au confort d'un homme qui a menti à tout le monde, y compris à lui-même. Je ne suis pas sorti de l'obscurité pour gagner, je suis sorti pour voir clairement le chemin. Mon histoire n'est pas une tragédie, c'est un voyage de retour à moi-même. J'ai aimé, j'ai fait confiance, j'ai été trahi, mais je ne me suis pas brisé. La vérité a fait mal, mais elle m'a libéré. Et à la fin, je n'avais pas besoin de vengeance, je n'avais pas besoin de gagner, j'avais juste besoin d'une vie qui ne soit plus déformée par les mensonges. Maintenant, je ne cours pas après la perfection, seulement la vérité, la paix, et le droit d'être entièrement moi-même. Que pensez-vous du parcours d'Aurora? Auriez-vous choisi d'affronter les choses comme elle l'a fait? Partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires de familles puissantes et émouvantes.